Premier invité de Brunet-Neumann, Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon. On va évidemment avec Éric Brunet vous interroger sur beaucoup de sujets. On attend notamment votre explication sur ce silence assourdissant de Jean-Luc Mélenchon, sur le fiasco des Européennes, sur le débat qui enflamme votre propre famille politique autour de l'islamophobie. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, et vous êtes enseignant vous-même, il se trouve qu'aujourd'hui c'est la grande rentrée des profs, 871 000 profs qui effectuaient leur propre rentrée scolaire aujourd'hui. Et il se trouve que Jean-Michel Blanquer leur a accordé, il l'a dit il y a quelques heures, 300 € de prime, 300 € de prime. Alors je vais vous poser la question très simplement. Est-ce que vous dites, bravo, c'est un signal positif, il était temps d'augmenter les salaires des enseignants, ou est-ce que vous dites, c'est une aumône, c'est presque un scandale? 300 € de prime, ça veut dire moins de 30 € par mois. On est d'accord? Voire même ça fait 25 € par mois. Bon, quand on sait que depuis 2010, il y a eu un gel du point d'indice qui fait dans la fonction publique de manière générale, mais qui a particulièrement touché les enseignants, qui fait qu'aujourd'hui nous avons les enseignants parmi les moins bien payés de l'OCDE. Non, alors le mot aumône, c'est méprisant. Je comprends que mes collègues, sans doute, doivent se dire il vaut mieux ça avoir à la fin de l'année, 300 €, ça fera un petit cadeau, ou j'en sais rien. Enfin, la dégradation du pouvoir d'achat des enseignants, c'est un vrai sujet. Chacun le constate. Ils sont maltraités, leurs conditions de travail sont dégradées, leur rémunération a été mise en berne. Et il y a un mépris général dans la société depuis des années qui consiste à faire supporter aux enseignants tous les problèmes de la société, alors que souvent l'école est le dernier endroit où le service public, la République est encore vivante. Donc gloire aux enseignants. Je discute encore avec deux amis qui sont profs, vous savez, on se fréquente beaucoup entre profs, qui ont fait leur rentrée aujourd'hui. C'est le jour où on récupère les emplois du temps, où on retrouve un peu les collègues. C'est un moment un peu, où le cœur se remet un petit peu à battre, surtout pour les plus jeunes collègues. Ils font un travail formidable et c'est clair que ce que fait Jean-Michel Blanquer ne les aide pas en vérité, malgré les éléments de communication. Alors, après, je ne détache pas la situation des enseignants. Vous êtes fort. Vous arrivez à nous expliquer que ces 300 € en plus pour pratiquement 1 million d'enseignants en France, ça ne les aide pas. Ce que vous venez de dire, c'est pas... Je viens de dire qu'au vu, alors pardon, comme vous marquez sur ce sujet, j'aurais dû revenir avec mes chiffres, mais ce qu'ils ont perdu depuis le 2010 n'est certainement, n'est pas comparable avec la vingtaine d'euros qu'ils vont récupérer. Vous savez, un enseignant qui commence aujourd'hui sa carrière, il est à 1700, même en dessous de ça. C'est très difficile de vivre dans des grandes agglomérations quand vous êtes un jeune prof, trouver un loyer, etc. Mais c'est particulièrement difficile. Et ce que je dis, je demande même pas à ce qu'ils soient dans des situations mirobolantes. Je dis seulement, alignons-les sur les autres pays, je pense notamment à l'Allemagne, vu qu'on ne cesse en permanence de vous dire l'Allemagne, eh bien payons nos enseignants français comme les enseignants allemands. Vous verrez que l'augmentation, elle sera autre chose que ce 300 € annuel. Il y a le même nombre d'élèves en Allemagne qu'en France, à peu près 10 500 000, mais il y a 500 000 profs en Allemagne, un peu plus, et il y en a pratiquement 900 000 en France. Donc c'est pas tout à fait... Il y a beaucoup plus d'enseignants en France. Il y a une masse salariale de l'État qui est beaucoup plus considérable et c'est plus coûteux. Je voudrais vous poser une question, Alexis Corbière, sur les retraites. On a fait un débat sur les retraites il y a quelques minutes avec Laurent. Vous pouvez m'expliquer pourquoi la France est le dernier pays d'Europe où l'on travaille, on a une vie professionnelle aussi courte. La plupart des pays d'Europe sont à 65 ans, départ à la retraite à 66, à 67, bientôt 67 ans en Allemagne. Et c'est le standard européen. Nous, on en est loin. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans en dessous. Parfois 4, parfois 5. Donc pourquoi sommes-nous aussi singuliers? Déjà, premièrement, on n'est pas obligé de s'aligner sur les mauvaises choses. Moi, mon idéal de société, c'est que les gens vivent bien. La France, c'est un pays dans lequel il y a une exigence et une passion de l'égalité, je vais le dire, ça a été évoqué tout à l'heure, qui fait que oui, on est sensible. Ça a été d'ailleurs jamais offert, toujours l'objet de lutte ou de victoires électorales qui ont suivi des mobilisations sociales, où effectivement, nous considérons que nous devons avoir, même après notre vie professionnelle, un temps qui n'est pas réduit uniquement à quelques années, où on profite de ce temps de retraite. Aujourd'hui, c'est 63,6 ans, l'âge moyen, en bonne santé, d'accord? Donc je ne souhaite pas qu'il y ait un jeu de dupes qui fait que ceux qui partiront en retraite, et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est 64-65 ans, soient des gens qui assez rapidement ne pourront pas profiter de leur retraite en raison de leurs conditions de santé dégradées. Mais disons les choses clairement, le taux de productivité des travailleurs français, j'ai rendu hommage tout à l'heure aux enseignants,
mais le taux de productivité des travailleurs français est meilleur que les pays que vous avez évoqués. Arrêtons ce French bashing totalement nulard, généralement porté par des libéraux, qui consiste à dire les travailleurs français, ils foutent rien, ils partent à la retraite trop tard. D'ailleurs, nos profs sont pas bons, il y en a marre. Ça, c'est le piège des libéraux et le vocabulaire de ceux qui veulent toujours après dire qu'il faut travailler plus longtemps. Mais Sur je pose une question. Le taux de productivité, vous savez que c'est pas vrai. Mais C'est une légende urbaine qui a prévalu pendant des années. Non, aujourd'hui, les chiffres démontrent que sur la productivité horaire et annuelle, la France est loin d'être dans les 10 premiers pays de l'OCDE. On en est loin. Oui, je désapprouve ce que vous dites. Alexis Corbière, on ne va pas se bagarrer sur les chiffres, mais au moins vous pouvez répondre à une question. Oui. J'imagine que cette réforme des retraites, elle ne vous plaît pas, vous en avez esquissé les contours. Voilà. Donc ma question, elle est très simple. Il y a 2 grandes manifestations qui sont déjà prévues, organisées par 2 syndicats au mois de septembre. Oui. Est-ce que la France Insoumise, vous-même, vous allez descendre dans la rue pour manifester contre cette réforme des retraites? Le dire comme ça, c'est pas vlogger. Non, mais les gens savent que je serai dans la rue. Donc vous serez dans la rue? Oui, il le faut. Les organisations syndicales y appellent. Mais ce qui est important, c'est expliquer aux gens. Écoutez les gens. Quel que soit là, parce qu'actuellement, j'ai vu, Emmanuel Macron est très habile. La discussion, non mais on parle plus d'HPV, on parle d'années de cotisation. Quelles que soient les 2 options de l'alternative qui sont proposées. Dans les 2 cas, il s'agit de vous faire travailler plus longtemps, d'accord? C'est un recul social, d'accord? Deuxièmement, l'enjeu, c'est quel type de retraite, avec quel type de retraite on va partir. Et aujourd'hui, on a une situation où vous allez avoir des gens qui ne vont pas pouvoir remplir la durée de cotisation. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, en raison des licenciements, de l'usure au travail. Et donc, vous allez avoir, je l'annonce, un business florissant d'assurance privée qui va se développer à côté de cette réforme de retraite pour compléter les retraites qui subiront le malus. En vérité, contrairement à ce qu'on nous dit, j'écoutais Jean-Daniel Lévy tout à l'heure, on ne va pas avoir une homogénéisation de notre système de retraite, mais une explosion ou une atomisation individuelle de chacun des retraites différentes en raison de l'assurance privée qu'il aura contractée. Évidemment, ceux qui seront les cadres, qui éventuellement dans des entreprises, il y aura une assurance privée qui pourra compléter les retraites. Mais les pauvres gens, vous savez, les petits salariés, petits employés, eux, ils n'auront pas ça. Et vous allez avoir un développement des retraités pauvres, et voire des retraités qui, cassés, j'évoquais tout à l'heure, c'est quand même pas rien, 63,6 ans, l'âge moyen en bonne santé, et on nous dit qu'il faudrait travailler 64, 65. Mais ça va pas. Et ça va nous coûter très cher en plus, parce que ça va faire des vieux usés. Notre système de santé, évidemment, je l'espère, va devoir assumer ça. Et en plus, faire travailler les gens plus longtemps, ça bloque aussi l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Socialement, politiquement, c'est une absurdité. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, parce que c'est pas du tout la décision qui a été prise au gouvernement. Et je voudrais qu'on écoute ce que disait la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, justement à propos du recul de l'âge et de l'âge pivot. Écoutez. Bien sûr. Il ne s'agit pas là d'enterrer l'idée de l'âge pivot. L'idée est plutôt, dans son esprit, de mieux prendre en compte notamment ceux qui commencent à travailler tôt. Il souhaite néanmoins que cette question soit mise au débat. Les principes qui guident cette réforme, plus de lisibilité, plus d'égalité, enfin plus d'équité entre les personnes et un système qui soit plus transparent, sont des principes qui sont intangibles et qui ont fait l'objet d'ailleurs de la campagne présidentielle. Vous avez entendu ce qu'elle dit? Plus transparent, plus lisible, solidaire. Solidaire, et en plus, suppression des régimes spéciaux, donc c'est universel et égalitaire. La porte-parole du gouvernement ne va pas prendre la parole en disant « Je vais vous faire les poches, vous allez travailler plus ». Alexis Corbière, la suppression des 42 régimes spéciaux, c'est universaliste et égalitaire, ça devrait vous plaire, ça. Mais je viens de dire tout à l'heure, vous allez voir premièrement que ce système va généraliser des assurances privées à côté, vous allez avoir encore plus de systèmes. Et pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'à partir du moment où vous allez avoir... Je vous parle des régimes spéciaux, vous me parlez des assurances privées. Mais parce que c'est l'objet. Si vous rallongez le temps pour avoir votre cotisation complète, personne ne va pouvoir aller jusqu'au bout. Donc les gens vont avoir des malus et ils vont devoir compléter, ceux qui en ont les moyens, par un autre système. Derrière cette réforme, il y a le business des assurances privées. C'est ce que je vous dis. Notre système... Les lobbies des assurances privées, oui, des organismes privés. C'est-à-dire que vous avez un système de répartition aujourd'hui qui est relativement solidaire, qu'il faut améliorer. Et à côté de ça, vous avez depuis toujours ceux qui veulent privatiser ça. Franchement, c'est vieux comme le monde. Et Macron et ses amis est au service de ça. Mais que les choses soient claires. Aujourd'hui, vous dites comme ça, bravache, il y a 42 systèmes, mais on peut les lister? D'accord? Parce que je vois quand même, quand on regarde dans le détail, ah non, il ne faut pas toucher aux militaires, il ne faut pas toucher aux policiers. Quel système est vraiment injuste de tous ces systèmes de retraite dont j'entends parler, qu'on me le dise? Pas d'abstraction. Les infirmières, ceux qui conduisent les TGV, qui prennent des décharges d'adrénaline extrêmement... C'est des métiers difficiles. Tout ça, non, il faut tout remettre à plat. Vous allez avoir des reculs sociaux. Quand même. Les fonctionnaires, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais c'est une honte ce qui leur est fait. J'écoutais votre argumentaire, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, vous avez entendu tout à l'heure. Les fonctionnaires, vous savez, franchement, moi, j'ai 51 ans,
depuis, quand j'ai quitté quand je suis devenu député, mon salaire en étant prof depuis 22 ans, c'était de 2400 €. D'accord? Bon, je veux dire, franchement, en région parisienne, quand vous avez des enfants, c'est pas terrible. Et jusque-là, vous aviez quand même la promesse que notre système de retraite était calculé, je reprends vos mots, sur les 6 derniers mois. Les fonctionnaires vont se faire totalement plumer. J'entends ce que vous dites. Bah oui, mais c'est le fond du sujet. On a de la marge. La marge, je vais vous dire où elle est. On a de la marge. Non, les actionnaires. On est 195 pays dans le monde. Le pays où la durée de vie à la retraite, la longévité à la retraite est la plus importante du monde entier, c'est la France. Tant mieux, vive la France quand même. Mais Brunet, vive la France. On peut travailler 2 ans de plus. Vive la France. Moi, quand je vais aux États-Unis, quand je vais dans un musée, que je vois des gens âgés qui tiennent la caisse, je veux pas de ce pays-là. Le peuple américain en prend plein la figure. Il y a d'autres exemples. Non, mais c'est pas l'exemple. les États-Unis. Il y a l'Allemagne, la Suède, l'Allemagne. Oui, et les vieux pauvres en Allemagne, ça n'existe pas. L'Autriche, il y a des tas de pays en Europe. Mais moi, je m'en fous de ces exemples. Pardon de vous parler sur ce ton. Ce que je veux, c'est pas de recul social en France. Ce pays est riche. On peut parler de l'argent qui est reversé aux actionnaires, des 21 milliards d'euros de bénéfices réalisés par les banques, dont 7 milliards reversés à leurs actionnaires. Un autre scandale que je dénonce aujourd'hui, vous savez que les frais bancaires, ça veut dire les petits frais qu'on vous prend quand vous avez un petit retard de paiement, c'est 7 milliards d'euros qui sont pris dans la poche des Français. On ne pourrait pas un peu raboter tout ça et redonner du pouvoir d'achat vraiment, plutôt que de s'en prendre au système des retraites et parallèlement à ça, continuer à féliciter tout cet argent reversé à des actionnaires qui sont en réalité des ponctionnaires. C'est ça le problème, c'est les ponctionnaires, ceux qui prennent du profit sur le travail des Français. Alexis Corbière, vous voyez que la rentrée sociale, elle est compliquée. On a parlé de la réforme des retraites, vous avez parlé des urgences, des enseignants, etc. De la vraie vie, quoi. J'ai une question toute simple à vous poser. Où est passé Jean-Luc Mélenchon? On nous dit qu'il est au Brésil, on nous dit qu'il est au Mexique. C'est la chanson de Stromae, Papa Outé, c'est ça? Il est où? Il est où? On ne l'entend pas. Alors dites-nous, donnez-nous au moins de ces nouvelles. Alors, premièrement, bon, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il est à la tâche. Il dit clairement ce qu'il fait. Il a fait une tournée en Amérique latine, notamment au Mexique, où il se passe des choses incroyables. Le Mexique, c'est un grand pays, où il a été reçu par nombre de responsables politiques, à commencer par le président de la République du Mexique. D'accord? C'est pas rien. Et ça démontre quand même un rayonnement de la part de Jean-Luc Mélenchon, dont il est de bon ton de critique en France, mais qui, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, est quand même, intéresse beaucoup de gens. Il a fait des conférences. Deuxièmement, il y a un autre sujet. Nous souhaitons, parce que déjà Jean-Luc Mélenchon le connaît depuis longtemps, j'ai moi-même rencontré Lula, parce que je suis en train de parler de Lula, le président du Brésil, avec Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années. Lula a été, l'ancien président du Brésil, injustement mis en prison, notamment par un juge à la solde de l'infâme Bolsonaro, qui est depuis devenu ministre de Bolsonaro. Vous savez, ce saligo Bolsonaro, qui tient ces propos infâmes que l'on voit régulièrement, a mis en place une cabale qui a amené à ce que Lula, qui était vu comme vainqueur dans les sondages, a été injustement mis en prison pour une soi-disant corruption qui n'est pas avérée. Bref, parce que nous sommes des gens solidaires, parce que nous pensons qu'à travers cette instrumentalisation de la justice au Brésil, c'est quelque chose qui se passe dans beaucoup de pays avec ce qu'on appelle le lawfare, cette technique utilisée. Bref, Jean-Luc Mélenchon va rencontrer Lula. Pardon d'être long, mais donc il est à la tâche et il va rencontrer Lula. C'est très important, mais pardonnez-moi, les élections européennes, c'était à la fin mai, c'est-à-dire il y a très exactement, jour pour jour, 3 mois. Au bout de 3 mois, j'imagine que Jean-Luc Mélenchon et vous-même, vous avez tiré les leçons de ce qui est quand même un échec électoral. Alors moi, ce soir, je voudrais que vous nous disiez clairement la faute à qui? C'est la tête de liste qui n'était pas bonne, la stratégie qui n'était pas bonne, c'est l'affaire de la perquisition. Pourquoi ce résultat? Au bout de 3 mois, j'imagine que vous avez une réponse maintenant. Mais des réponses. Premièrement, il y en a plusieurs. C'est un cocktail de tout ça sans doute. Moi, je n'incrimine personne et je prends ma part de responsabilité là-dedans. Moi, j'ai tiré mon analyse. Je pense qu'on aurait dû rester dans la continuité de ce que nous avons fait pendant la campagne présidentielle et avoir démontré une utilité pour des milieux populaires de pourquoi aller voter dans cette élection. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui fixe la stratégie. Vous êtes en train de dire qu'il s'est trompé. Mais on n'est pas des gamins. En plus, les années passent, je prends du poids et des cheveux gris. Je ne suis pas un enfant qui écoute Jean-Luc Mélenchon, d'accord? C'est un collectif. Je sais bien qu'il est de bon ton de dire que c'est lui qui fixe tout, mais nous avons élaboré une campagne dont nous pensions qu'il fallait, y compris sur la manière dont la liste devait se composer, qu'il devait y avoir des anciens socialistes, des anciens écologiques pour capter ces électorats. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vous évoquez après d'autres mésaventures qui nous sont arrivées, quand même, selon moi, les conséquences d'une instrumentalisation de la justice pour nous flétrir et un moment de communication, pour le dire de manière pudique, qui n'était pas très positif. Bon, vous rajoutez à ça une abstention populaire qui nous touche particulièrement. C'est pas terrible, mais enfin, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Parce que des grands vainqueurs, soi-disant, qui ont tout inventé, ces philosophes aujourd'hui que tout le monde admire, ne font pas mieux en étant quand même à la tête de liste de partis qui dirigeaient le pays il y a encore peu de temps. Donc, université d'été, cette semaine, de la France Insoumise à Toulouse. Le patron du mouvement qui n'était pas là, on l'a dit, au Mexique. Et vous avez reçu un certain nombre de gens
vous avez écouté un certain nombre de gens. Et l'animateur, on va l'écouter tout de suite, Thierry Ardisson était du voyage, il était à Toulouse, et il a donné son opinion sur l'incarnation de Mélenchon à gauche. Vous savez, les rassemblements, ils se font autour d'un homme. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelles que soient les qualités de Jean-Luc Mélenchon, je ne pense pas que ce soit un grand rassembleur, je ne pense pas qu'il puisse rassembler toute la gauche. Il manque un homme. Ouais, il manque un homme, voilà. Bon. C'est l'opinion de Thierry Ardisson qui m'a fait le plaisir de venir à un débat que j'ai animé. Bon, je veux dire, malgré toute l'affection que j'ai pour lui, elle est réelle en plus. Bon, mais Thierry, il a d'autres convictions que... Alors, ce qu'il pense de la France insoumise... Cela dit, derrière son propos... Je vais répondre sérieusement. Il personnalise un peu trop. Et puis, même, je vois en creux ce qu'il dit, c'est pas le seul à le dire. Considérer qu'aujourd'hui, le problème de la France insoumise serait Jean-Luc Mélenchon est feignant sur le plan intellectuel. Jean-Luc reste encore notre atout premier. Après, quelle sera la situation en 2022 ? Qui est là où le meilleur candidat ? Quelle est là où la meilleure stratégie ? On en discutera. Et sachez que Jean-Luc Mélenchon est très attentif à la situation 2022. Il peut être candidat comme éventuellement on peut imaginer d'autres scénarios. Il n'y a que vous, pardon de le dire de manière un peu, qui pensez que c'est une obsession. Jean-Luc, il veut être utile à ce qu'il a apporté historiquement. Au camp, comment dire, républicain, social, qu'on appelle de la gauche, progressiste, etc., est considérable. Parce qu'il n'existerait pas, Jean-Luc Mélenchon, la situation de la France, ce serait l'Italie, où ce serait la confétisation de tout ce camp, et Jean-Luc Mélenchon aura joué un rôle, et joue encore un rôle historique aujourd'hui, et je pense que ce rôle aussi, il l'enrichit par la dimension internationaliste de ce qu'il fait aujourd'hui en apportant son soutien au président Lula. À l'université d'été de votre parti à Toulouse, le philosophe Henri Peña-Ruiz a plaidé, ça a étonné beaucoup de gens, il a plaidé pour le droit à l'islamophobie. C'est assez curieux, ça a été un peu étonnant. Alors c'est vrai que la laïcité, être contre les religions, c'est un peu pas une des idées qu'on peut avoir dans votre parti, mais ça a été assez étonné, puis ça a été mal reçu par un certain nombre de protagonistes qui étaient avec vous à Toulouse. Vous êtes islamophobe, vous qui êtes plutôt un laïc, un agnostique, ça veut dire quoi Non, mais moi, alors attention, débat piégé. Revenons à l'essentiel. D'abord, nous sommes laïcs. La laïcité, c'est garantir la liberté de conscience et évidemment la liberté de culte. Donc je défendrai avec tous mes amis, y compris physiquement s'il le fallait, le fait que, quelles que soient vos convictions spirituelles, que ça passe par la mosquée, la synagogue ou l'église, on a le droit de pratiquer la religion de son choix. Alors ensuite, il y a... Ceci dit, attendez, après il y a un débat posé par ce philosophe. Non, mais moi, chez vous, à la France insoumise, c'est est-ce qu'on peut être islamophobe ? Comme la formule est blessante, je ne le dis pas comme ça. Mais je dis après autre chose. Premièrement, de mon raisonnement, on doit garder le droit de critiquer les religions, de critiquer le dogme. C'est une vieille histoire. Hein. Donc je vais vous poser la question à l'envers. Non, attendez, on va pouvoir critiquer le dogme. Je vais vous poser à partir de là, il y a un débat sur la définition de mots. Très bien. Donc si quelqu'un, vous, moi, Éric, critiquons les religions, l'islam par exemple, est-ce que cela fait de celui qui critique l'islam un islamophobe ? Mais on doit c'est la question en réalité. Bah, pas nécessairement. Là, ce qui n'est pas acceptable, c'est que... Or, vous savez bien que c'est pour ça que le débat est piégé. Non. C'est que derrière la définition du mot, il y a un double sens. Henri Peña-Ruiz, qui paraît être un philosophe, un intellectuel, dit on doit pouvoir critiquer les religions. Mais beaucoup d'amis disent attention, aujourd'hui derrière ce mot, c'est non seulement la religion, mais aussi les fidèles. Et ils considèrent que, en quelque sorte, si on accepte ce mot, c'est un droit d'être raciste. Mais vous savez très bien que tous ceux tous ceux qui critiquent les religions, et notamment l'islam, sont très souvent qualifiés d'islamophobes. Donc vous dites à tort. Bah ça dépend lesquels. Vous me dites tous ceux, j'en sais rien, j'en connais, je ne vais pas citer des noms, y compris des éditorialistes qui ont pignon sur rue, qui sont des vrais racistes et qui ont une obsession sur l'islam. Je vais revenir à l'essentiel. On peut lâcher les musulmans 5 minutes dans ce pays. On peut arrêter d'avoir ce sujet en permanence, de s'engueuler là-dessus. Bah c'est chez vous qu'on en a parlé. D'accord. La manière dont tous les médias se jettent là-dessus, je vois même y compris des membres du gouvernement, ça devient saoulant. Les musulmans sont des Français tout à fait comme les autres tranquilles, qui ont un rapport apaisé à la religion et qui en ont ras-le-bol quand on les montre du doigt en permanence. Non, mais ça, c'est d'abord. Oui, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il y a des députés, des parlementaires, des élus de chez vous, de la France insoumise, qui ont apporté leur soutien à ce philosophe en disant ce qu'il a dit. Mais parce que Henri, on le connaît, il n'est pas raciste. C'est une folie que d'imaginer, quand on connaît l'œuvre d'Henri Peña-Ruiz, de dire qu'il y aurait une once de racisme là-dessus. Après, on peut discuter de formulation, y compris après, on peut discuter du caractère blessant ou pas qu'elles ont, et peut-être même de l'instrumentalisation que certains font pour absolument nous chercher des poux dans la tonsure, comme dirait un chanteur que vous aimez bien, d'accord ? Donc tout ça, moi je dis à tous mes amis, à travers franchement, on ne va pas s'engueuler sur les questions de religion. On est tous d'accord pour dire,
pas de xénophobie. Il y en a marre de la musulmanophobie, si je puis dire, c'est-à-dire cette obsession à tout le temps désigner les musulmans comme étant responsables de tous les maux de la société. Et enfin, pour finir, on doit garder la possibilité de critiquer le dogme, parce que ça, en France, c'est un acquis et précieux qu'il faut garder. Vous avez été très clair, c'était intéressant d'avoir votre réponse. Il se trouve, on va parler un peu de politique aussi, il se trouve que les écologistes ont le vent en poupe, notamment aux européennes. Contrairement à votre formation politique, ils ont plutôt réalisé un très bon score. Certains, comme François Ruffin, dans votre famille politique, disent il serait peut-être temps de s'allier avec eux. Avant de vous laisser répondre, je voudrais qu'on écoute ce que disait François Ruffin et puis la réponse que lui a apportée Yannick Jadot, le leader des Verts. Écoutez. Il faut absolument que le rouge et le vert s'unissent. Il faut que les mouvements des Gilets jaunes et les mouvements de la jeunesse pour le climat s'unissent. Et il faut que ça se traduise aussi sur le plan politique. Il faut absolument que, évidemment, les deux forces importantes à gauche, que sont la France Insoumise et Europe et les Gilets verts, constituent un bloc et qu'on aille vers un nouveau front populaire écologique. Qu'on s'engage tous, qu'on se rassemble, non pas qu'on divise, mais qu'on se rassemble autour de ces grands défis. La justice sociale et évidemment la question écologique. Je ne suis pas certain que ça doive passer par des accords d'appareil politique. Moi, je pense qu'il faut surtout se rassembler autour d'un grand projet qui fédère les Français. François Ruffin, il a raison, il y a des municipales au mois de mars. Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme lui, que les rouges, vous et les verts, doivent absolument s'unir, former des coalitions, peut-être pour essayer de remporter des mairies? Alors, je crois que vous n'êtes pas très bon ruffinologue, parce que François Ruffin ne parle pas d'alliance électorale nécessairement. Il parle, me semble-t-il, d'un bloc politique, d'un bloc social, éventuellement de résistance à ce qu'il fait, sans quoi il a raison. Tous les gens aujourd'hui... Il prône l'alliance des électeurs, mais pas des formations politiques. Non, mais il n'a pas parlé de ça, et à ma connaissance, il ne parle pas... Il a dit les rouges et les verts. Oui, mais il faut, vous évoquiez tout à l'heure les mobilisations à la rentrée, les combats écologiques, les combats sociaux, il faut qu'on se retrouve là-dessus en résistance. Et même moi qui suis député comme Ruffin, parfois au Parlement, ailleurs, bon, partout, il faut pas... Cette division n'a pas de sens. Et là-dessus, il y a parfois un désaccord, peut-être vis-à-vis de Yannick Jadot, qui est plus macrono-compatible, on va dire, quand on l'écoute finement. Bon, après, vous avez des élections, mais les élections municipales, il y a des endroits, ça peut être pertinent de rassembler des forces politiques, et il y a des endroits, nous, on est plutôt pour essayer qu'il y ait surtout une mobilisation citoyenne. Quel va être le problème des élections, me semble-t-il? Ça risque d'être un grand désintérêt, notamment des milieux populaires. Moi, je crois surtout qu'il faut que nous ayons pour profil, non pas de dire on est les meilleurs, Élysée, le futur maire, parce que Corbière et ses amis, c'est plus intelligent, mais plutôt comment, à travers ce que nous présentons, on donne vraiment le pouvoir aux citoyens, par des possibilités de contrôle des décisions, de clarté dans les décisions, de révocation des élus si nécessaire. Moi, en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a une grande obsession, c'est comment sont attribués, par exemple, les places en crèche, les logements, etc. Est-ce que vraiment tout ça, on l'ouvre aux citoyens pour que les gens aient plus l'impression qu'il y a des boîtes noires d'acquisition de marchés publics? Bon, si c'est ça qu'il faut faire. Ça, il faut le faire d'abord avec les citoyens, et c'est pas tellement, à mon avis, les partis politiques qui vont peser. Et pour le coup, alors que j'ai soin d'être d'accord avec lui, Jadot a raison. Quand il dit, la question c'est quelle grande cause aujourd'hui, au-delà des étiquettes, mobilise les gens. Et l'alliance entre l'exigence d'égalité et l'exigence de réponse écologique, à travers un nouveau système plus démocratique, vous savez que je suis un défenseur de la 6e République, me semble être la réponse. Une dernière question courte et une réponse courte, s'il vous plaît, Alexis. Désolé, Wauquiez est parti après la raclée électorale aux européennes. Wauquiez est parti. Est-ce que Mélenchon doit partir? Dans la plupart des démocraties transparentes, de culture anglo-saxonne, quand on se prend une bonne raclée électorale, on s'en va. Ouais. Réponse courte, Alexis. Mais parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas de responsabilité au sein de la France insoumise. Que je vous dise, qu'est-ce que il n'est pas secrétaire, il était quoi, Wauquiez, pardon, secrétaire général. Secrétaire général. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. C'était le leader Maximo quand même. Mais Jean-Luc Mélenchon, le grand patron. Non, Mélenchon. mais bon. Bon. Allez, Éric. Non, mais chaque fois, mais c'est sans doute la passion que déclenche Jean-Luc Mélenchon, et c'est tant mieux, il y a une volonté de l'accabler. Je vous répète que ces élections, elles ne sont pas eu lieu comme vous voulez, mais quand même, aujourd'hui, nous restons une force importante. Et Jean-Luc Mélenchon, par son apport intellectuel, stratégique, sa dynamique, il est une pièce maîtresse. À quel endroit, on verra. Mais vous serez surpris par sa capacité aussi de renouvellement permanent. Mais il n'est pas seul. Moi, non, stop, c'est fini. Bah, c'est fini. On adore m'avoir invité. On adore être surpris. Il est allé voir au Mexique le président Obrador, le président mexicain, qui a été élu président après 2 défaites électorales. Voilà. Et on va parler aussi... Non, c'est fini. On va parler d'un ancien président aussi.